Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons voir la distillation. La motivation derrière la distillation, c'est de répondre à la question comment transférer la connaissance acquise par un réseau qui était entraîné vers un autre, en particulier dans la situation où les architectures sont différentes. C'est un peu l'idée de, vous avez un cerveau ici, et si on s'imagine que les connaissances acquises par un humain sont stockées dans les connexions neuronales, si on désirait transférer cette connaissance-là vers un autre cerveau, ben, les architectures des cerveaux sont différentes, la structure, si vous voulez, des neurones est différente, donc ce serait difficile de faire cette tâche-là. On va donc un peu avoir le même problème avec nos réseaux de neurones, ils ont tous un peu des architectures différentes, donc je ne peux pas simplement copier les poids d'un réseau vers un autre. La distillation admet plusieurs scénarios. Donc, vous avez un scénario peut-être où vous avez un réseau qui est plus gros que notre réseau cible. La situation où mon réseau ici est plus petit ou un ensemble de réseaux. Et via l'opération de distillation, qui va impliquer de venir chauffer, si vous voulez, la sortie de nos réseaux, ce qu'on appelle la température dans les softmax, eh bien, on va être capable d'extraire un peu plus d'informations que juste la classification simple. Et en utilisant cette information supplémentaire, extraite des réseaux, eh bien, on va entraîner maintenant un réseau qu'on appelle le réseau student, le réseau étudiant, pour lui permettre de récupérer l'information des réseaux qu'on a illustrés ici en haut. On fait ça pour plusieurs raisons. Ça peut être par exemple par un souci d'efficacité. Si je prends le réseau en vert qui est plus gros et que je voudrais, si vous voulez, le faire rouler dans un réseau qui est plus petit, bon, j'aurais ici mon gain en termes de quantité de calcul ou la quantité de mémoire qui est utilisée qui serait plus petite par le plus petit réseau. Ça peut être aussi pour pré-entraîner un réseau qui est plus gros ou une autre architecture ou tout simplement améliorer les performances. Les premiers articles sur la distillation ont basé leur raisonnement en partie sur l'observation que des petits réseaux peuvent avoir des capacités de représentation qui sont presque aussi grandes que les grands. Par contre, ce que la littérature et l'expérience nous ont montré au fil des années, c'est que les petits réseaux sont souvent plus difficiles à entraîner. Il y a moins de, si vous voulez, de liberté de direction dans laquelle le gradient peut faire évoluer notre solution. Alors que si on utilise un plus grand réseau, on observe parfois qu'on a des vitesses de convergence qui sont meilleures. Et ultimement, lorsqu'on fait un entraînement, c'est simplement pour trouver les paramètres d'une fonction qui nous permettent de mapper une entrée X vers une tâche Y. Aussi, on constate depuis au moins une bonne dizaine d'années et une certaine recrudescence dans les dernières années, une grande quantité d'articles qui vont utiliser cette technique de distillation pour améliorer le résultat. Par exemple, j'ai ici trouvé un site sur GitHub, par exemple, qui va répertorier plus de 200 articles très récents et très influents qui utilisent la distillation. Donc, c'est une technique que je crois qui est très importante à comprendre. La distillation, c'est un apprentissage qui se fait en deux phases. Donc, dans la première phase, vous allez avoir un réseau teacher ou un ensemble de réseaux qui peuvent avoir des bonnes caractéristiques, par exemple des bonnes performances, ou aussi des bonnes caractéristiques de convergence. Ils sont plus faciles à entraîner. Et ensuite, dans la deuxième étape, ce qu'on veut vouloir faire, c'est transférer la connaissance qui a été acquise par le réseau teacher ou les ensembles de réseaux teacher vers notre réseau étudiant, le réseau students. Et pour réaliser ce transfert, on va utiliser ce transfert de connaissances, on va utiliser la distillation. Rappelons-le, la connaissance d'un réseau, elle est acquise dans l'entraînement, lors de l'entraînement, par le choix des poids θ fait par l'optimiseur. Et on a vu aussi que c'est très difficile, ben, on va dire c'est impossible de transférer les valeurs des poids si les architectures ne sont pas identiques. Ce qu'on doit plutôt voir, c'est que mon réseau teacher, c'est vraiment un mapping donc entre des entrées X, qui sont des images, par exemple, ou des données d'entrée, vers un vecteur Y. Si on fait de la classification, par exemple, ben, j'aurai mon vecteur de probabilité des prédictions de probabilité d'appartenance à une classe pour l'image en entrée. Et c'est ce qu'on va, si vous voulez, utiliser comme information pour entraîner notre réseau student. Aussi, ce qu'on espère, c'est si j'ai des bonnes propriétés de convergence pour mon réseau teacher, ben, je vais pouvoir permettre peut-être des entraînements qui auraient été impossibles à faire en termes de convergence avec le réseau student. Je l'avais entraîné directement avec les données d'entraînement que j'ai pris pour entraîner le teacher.
Voyons maintenant le mécanisme qui est au cœur du transfert de la connaissance entre nos réseaux. Donc, c'est la distillation. Premièrement, la connaissance de notre réseau Teacher, ça va être représenté par la sortie. Rappelez-vous, lorsqu'on fait des prédictions, par exemple, je vais avoir un vecteur de probabilité qui va sortir de mon réseau, le réseau Teacher ici. Mais souvent, les réseaux vont nous prédire des sorties qui sont très franches. Donc, par exemple, si je mets une image d'un chat, je vais obtenir dans l'entrée du vecteur qui correspond au chat, je vais avoir une valeur de 0.98, 0.99 par exemple. Alors, afin d'extraire un peu plus d'informations de mon réseau Teacher, ce que je vais faire, je vais rajouter une variable qui s'appelle la température, ici le T. Donc, on va remarquer ici l'équation de la softmax traditionnelle, donc exposant Z de mon score, donc je passe dans une exponentielle. On a rajouté ici la température et on divise ça par la somme de tous les scores de mon réseau. Donc, le score, c'est ce qui rentre dans la softmax. Donc là, on divise par T, la température. Et le fait de rajouter cette température-là, je vais être capable de sortir plus d'informations. Par exemple, si j'utilise une température T qui est très élevée, mes sorties vont être plus égalitaires. Au lieu d'avoir l'entrée du chat dans mon vecteur de prédiction qui va être égal à 0.98 ou 0.99 pour mon réseau standard, lorsque j'augmente la température, ce qui va arriver, c'est que cette valeur-là va diminuer. Par exemple, va descendre à, disons, 0.4, peut-être 0.5, peu importe. Ce qui va arriver, c'est que les autres entrées qui étaient auparavant très, très nulles, ou très, pas très nulles, mais les autres entrées qui étaient faibles, eh bien, celles-ci vont commencer à prendre des valeurs qui sont maintenant non nulles. Donc, je vais être capable de voir, oui, mon réseau pense que c'est un chat avec une probabilité de 0.4, mais il pense aussi que c'est un chien avec une probabilité de 0.3, par exemple, et ainsi de suite. Donc, j'obtiens non seulement la prédiction, si vous voulez, dominante, mais aussi toutes les prédictions secondaires de mon réseau Teacher. Ça va donc nous permettre de faire ressortir les similarités, les degrés de similarité entre les différentes classes pour certains exemples. Hein, rappelez-vous, lorsqu'on fait notre annotation de notre jeu de données, on va utiliser un encodage de type one-hot vector. Donc, l'entrée pour le chat va être égale à 1 et je vais avoir des zéros partout. Donc, j'ai aucune idée de c'est quoi la distance perceptuelle entre un chat et un chien parce que si je prends mes deux vecteurs, et et je fais la différence euclidienne, la distance euclidienne entre deux vecteurs one hot, ben, soit que c'est 1, soit que c'est 0. Donc, il n'y a pas de similarité entre des classes qui seraient proches, par exemple, entre deux mammifères. On peut le voir aussi d'un point de vue information, ben, l'entropie est relativement limitée dans un vecteur one hot, parce que j'ai une entrée qui est 1 et le reste à 0, alors que la sortie d'une softmax pour un réseau auquel on a mis une température élevée et qui a des sorties plus égalitaires, eh bien, l'entropie sera plus élevée. Il y a plus d'informations qui est présente dans ce vecteur. Aussi, un à côté, si jamais vous voulez un peu plus en savoir sur quelles sont la confiance de votre réseau, eh bien, c'est une façon aussi de les rendre moins confiants. On le voit dans les réseaux neurones en ce moment, un des problèmes, c'est qu'ils sont très confiants. Ils vont toujours prédire avec des confiances de 0.98, 0.99, etc. Les prédictions. Donc, c'est difficile de savoir est-ce qu'en ce moment, mon réseau, il est confiant ou pas sur ses prédictions. On voit ici une très belle animation que j'ai prise sur Towards Data Science. Donc, ce qu'on voit ici dans Input, ce sont les valeurs des scores qui vont entrer dans la softmax. Et dépendant de l'échelle ici qui correspond à la température, donc vous voyez, lorsque je prends qui est l'inverse de température, pardon, donc si je multiplie les scores ici par une valeur élevée comme 2.5, vous voyez comment l'entrée 2 devient dominante. Alors que si je multiplie par une valeur qui est inférieure à 1, bien, vous voyez comment les sorties ici, la softmax, sont beaucoup plus égalitaires. Donc, je répète ici, l'échelle, c'est l'inverse de la température dans notre équation précédente. Donc, vous voyez comment qu'une température élevée, on va le voir ici, mes sorties sont plus égalitaires. Notez que l'ordre, par exemple, on voit que c'est 2 est toujours supérieur à 1 est toujours supérieur à 3 et 3 est toujours supérieur à 4. Donc, l'ordre ne va pas changer. C'est plutôt le ratio, les différences entre les différentes sorties de la softmax qui vont augmenter ou diminuer en fonction de la température. On avait vu il y a quelques semaines une technique de régularisation qui s'appelle le label smoothing, c'est-à-dire qu'au lieu de donner une cible one-hot encoding pour nos classes, on fait l'hypothèse qu'il y a peut-être des erreurs d'étiquetage. Donc, on va dire que pour la classe qu'on pense qui est contenue dans l'image, on va donner une prédiction de 1 moins epsilon. Epsilon est une petite valeur. Et pour toutes les autres classes, on va plutôt avoir une valeur qui est non nulle, mais faible, qui va être égale à epsilon divisé par k moins 1, où k est le nombre de la longueur du vecteur pour les prédictions. Mais notez ici, toutes les classes
toutes les classes ici qui ne sont pas qui ne correspondent pas à la vérité terrain présumée vont avoir la même valeur. Dans le cas de la softmax avec une température, on va vraiment venir voir les classes compétitrices. Hein? On voit ici, par exemple, la classe dominante est 0.964 lorsque j'ai une température de 1, donc essentiellement une softmax classique. Et si j'augmente la température, donc vous voyez comment la valeur ici a diminué. Et là, je peux bien voir, par exemple, que la classe ici, là, en haut, la première, bon, elle s'est rapprochée de la deuxième. La troisième, c'est un petit peu rapproché aussi, mais pas autant. Donc, on peut dire que notre réseau est assez confiant que la classe présente dans l'image, c'est la 2, mais avec un certain doute, peut-être la 1. Donc, c'est ce qu'on vient chercher ici comme information secondaire avec cette température-là qui est plus élevée. Et c'est donc cette information-là qu'on va venir exploiter lorsqu'on va faire notre apprentissage, parce que notre cible maintenant pour le réseau étudiant, ça ne sera pas la valeur ici, qui était la valeur qu'on a utilisée de cible pour l'entraînement du teacher, mais plutôt la sortie du teacher, comme je le disais tout à l'heure, qui est beaucoup plus riche en termes d'informations. Je vais vous présenter ici une chorégraphie d'entraînement qui est relativement standard. La chorégraphie elle-même d'un papier à l'autre peut varier, mais vous allez voir ici les éléments qui sont souvent repris par tel papier ou un autre. On commence toujours par entraîner notre teacher. C'est lui qui va faire les pseudo-étiquettes. Donc, j'ai mes données d'entraînement ici. Et on va utiliser la softmax dans son mode usuel. Donc, on va mettre une température de 1. Donc, c'est comme si la température disparaissait de l'équation. C'est ce qu'on va appeler ici les hard predictions. Pourquoi hard? C'est parce que c'est, rappelez-vous, lorsque la softmax a sa température normale, en général, on va avoir des prédictions assez franches qui sont faites par la softmax. Et ici, donc, j'ai ma vérité terrain et on va donc comparer les prédictions hard avec la vérité terrain pour obtenir la perte du teacher qui va par la suite, via la vague propre, venir modifier les paramètres du teacher. Par la suite, je vais obtenir ce qu'on appelle les soft labels. Donc, on augmente la température ici de la softmax pour avoir des prédictions qui sont moins franches. Maintenant, j'ai mon students et je vais lui faire des prédictions soft en colloque la température. Et maintenant, la perte que je vais utiliser, c'est la perte par distillation. C'est essentiellement la perte de distillation, pardon, c'est essentiellement faire la différence entre les soft labels du teacher et les les predictions du student. Et encore là, on fait la descente de gradient ici pour venir modifier le réseau ici du student. Et finalement, on peut choisir de faire un certain fine-tuning des prédictions qui sont hard. Donc, on va prendre la vérité terrain ici avec la perte, donc les hard predictions, qui va donner la perte du student qu'on va venir faire propager par la suite pour modifier légèrement les paramètres. Donc, notez ici que si je le fais sur les hard predictions, je dois avoir une perte de 1, pas une perte de 1, une température de 1 pour ma softmax. Bien entendu, c'est possible de faire peut-être les deux pertes en parallèle, une après l'autre, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est qu'on peut faire varier la pondération de cette perte-là, de cette perte de distillation ou cette perte de students-là, selon les performances qu'on obtient. Donc, encore là, c'est un hyperparamètre. Il va falloir faire une recherche en grille pour le trouver. Regardons maintenant les résultats sur MNIST qui ont été obtenus avec l'article original en 2015. Donc, le réseau Teacher, c'est un réseau pleinement connecté, donc un MLP de 2 couches avec 1200 unités par couche. Ils sont utilisés du dropout pour éviter l'overfit, régularisation de weight regulation, donc probablement du weight decay, augmentation par de la jig, donc on tasser aléatoirement les images d'entrée de plus ou moins 2 pixels. Et ici, pour obtenir ils ont choisi une température de 20 pour obtenir les étiquettes là, douces, les soft labels pour faire l'entraînement du student. Le student, lui, c'est un MLP. Vous voyez ici, il contient moins d'unités par couche, donc c'est un réseau qui est plus petit. Et ils n'ont pas utilisé de régularisation. Donc, à quelque part, le student va apprendre sa régularisation en apprenant les soft labels du teacher. Et ce qu'on obtient ici, donc, le réseau teacher faisait 60 erreurs de tests. Le students sans distillation, 146. Donc, on voit un réseau plus petit. Donc, c'est normal qu'on fasse plus d'erreurs. Mais ce qu'on constate ici, c'est si on prend le même réseau ici, mais qu'on fait de la distillation, eh bien, on obtient 74 erreurs sur le test. Donc, des performances pas aussi grandes que le teacher pour cette situation-ci, mais notez que notre réseau est beaucoup plus petit. C'est un des premiers articles à faire de la distillation. Je vous dirais qu'aujourd'hui, en général, on obtient des réseaux students qui ont des performances supérieures à ceux du teacher.
particulièrement si on utilise des students qui ont des plus grosses architectures. Donc, prenez ce cas de figure ici avec un certain grain de sel. Dites-vous pas que le student doit toujours avoir des performances inférieures aux teachers. Ce n'est pas toujours le cas. Comme je vous dis, récemment, on a plutôt l'inverse. On a des students qui vont être plus performants que les teachers. Ici, on va voir un autre exemple de comment la distillation aide à conserver la capacité de généralisation d'un réseau. Alors, les tests ont été faits sur le jeu de données GFT, qui est un jeu de données interne à Google. Notez que maintenant, le GFT est rendu des versions plus grosses, le 300M et le 3B, 300M pour 300 millions d'images. Et le 3B, c'est pour 3 milliards d'images. Et ils ont donc utilisé un réseau baseline, donc qui était à l'époque très, très long à enregistrer. Là. On avait moins de puissance de calcul, donc on parle de 6 mois pour entraîner. Et la manière qu'ils faisaient leur technique, vu que c'était tellement gros, ils avaient un réseau généraliste avec 61 réseaux spécialistes qui étaient fine-tunés sur 300 classes, parce qu'on avait beaucoup de classes dans ce jeu de données-là, donc 15 000 classes. Ce qui est important de voir, c'est qu'on commence avec un baseline ici dans les expériences. Donc, c'est notre marque, notre point de repère. Donc, on voit ici, s'ils entraînaient leur système avec 100% de données, la précision en entraînement était de 63% et de 59% environ sur les données de test. En diminuant, donc on conservait la même architecture, mais en diminuant la quantité de données à 3%. Donc, ce qu'on remarque, bon, c'est pas important ici le train, c'est vraiment de voir la précision en test. On voit que la précision chute quand même d'environ 14%. Et ici, s'ils s'entraînent sur des soft targets, donc en faisant de la distillation, avec la même quantité de données que dans le cas précédent. Alors, ce qu'on voit, c'est regarder comment notre précision en test remonte presque au niveau de si on avait utilisé 100% de données. Donc, le message ici, c'est vraiment que la distillation semble nous aider à transférer la capacité à généraliser à des données non vues. Donc, je pense que c'est un élément qui est clé de ce type d'approche. La distillation est utilisée pour une technique qui s'appelle le Deep Mutual Learning. Cette technique-là, l'idée, c'est d'avoir deux étudiants qui apprennent côte à côte le même problème. C'est un peu comme si vous allez avec un de vos collègues dans la cafétéria, vous voulez apprendre, vous faites vos exercices ensemble et vous regardez un peu comment vous faites vos erreurs, comment vous réussissez vos trucs et vous échangez un petit peu des notes. Donc, c'est ce qui va se produire ici dans notre Deep Mutual Learning. Donc, on va avoir un groupe de réseau, ici j'en ai mis 2, et ils vont apprendre ensemble. Donc, l'entraînement va se faire de façon jointe. On va leur donner la même image en entrée, par exemple. Mais ce qui est important, c'est que les réseaux Theta 1 et Theta 2, bien qu'ils aient la même architecture, ils vont avoir des valeurs de poids différentes. Hein. On va les initialiser de façon différente, donc ce ne sera pas exactement les mêmes prédictions qui vont se faire. Vous avez ici la sortie de la couche linéaire, donc les logits, les scores, qui vont ensuite passer dans une softmax pour nous donner des prédictions. Et au bout ici, j'ai les labels qui sont obtenus de ma base de données d'entraînement. Donc, je suis capable de calculer une erreur entre la prédiction faite et la vérité terrain, mais je vais pouvoir faire ça pour le réseau 1 et pour le réseau 2. Vous voyez ici, je fais la même chose. Mais aussi, je vais pouvoir comparer les distributions des prédictions. Alors, rappelez-vous ici, c'est une sortie de softmax, donc c'est une distribution de probabilité qui est valide. Et on peut donc calculer une distance entre des distributions via ce qu'on appelle la Kullback-Leibler divergence. Donc, en bout de ligne, bon, vous avez ici l'équation de la KL divergence. Donc, en bout de ligne, je vais avoir deux pertes que je vais pouvoir utiliser pour chacun de mes réseaux. Donc, vous avez la perte ici pour le premier réseau qui va être la perte par entreprise croisée qui provient de la différence entre l'étiquette et la prédiction. Donc, ça, c'est sur quoi on est habitué de faire lorsqu'on fait, lorsqu'on fait les entraînements, cette perte-là. Mais en plus, on va rajouter une perte basée sur la divergence de KL qui va dire, ben, essentiellement, je voudrais que le réseau 1 qui prédise bien la sortie, qu'il prédise bien par rapport à la vérité terrain, mais aussi que sa distribution ici se rapproche de la distribution du deuxième réseau. Donc, quelque part, je voudrais que les deuxième, troisième et quatrième prédictions les plus fortes soient identiques entre les deux réseaux. Et la perte pour le deuxième réseau, ben, elle est symétrique dans le sens que vous avez la perte ici d'entrée croisée qui provient de la perte entre l'étiquette ici qui sera la même vu que c'est le même exemple à l'entrée. Donc, je vais avoir la perte d'entropie croisée entre la prédiction ici et la vérité terrain. Et en plus, je vais avoir la divergence de KL. Vous voyez, maintenant, c'est la différence entre P1 et P2, alors qu'ici, j'avais la différence entre P2 et P1. Donc, l'idée, c'est que je voudrais rapprocher P2 vers P1 pendant que P1 aussi se rapproche de P2. Et on va faire ça donc de façon jointe, cet entraînement-là. D'un côté, nos réseaux vont automatiquement converger vers les bonnes réponses, l'étiquette est la même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont aussi vouloir apprendre la deuxième et troisième meilleure classe de l'autre
de l'autre réseau, puisqu'ils ont été initialisés avec des valeurs différentes. Leur deuxième, troisième, quatrième prédiction les plus fortes devraient être légèrement différentes. Donc, c'est un peu là qu'on va venir chercher la richesse, si vous voulez, d'informations et qui va nous aider à, on l'espère, mieux généraliser. Notez qu'on peut employer ce genre de régime d'entraînement en mode semi-supervisé. Je répète, l'entraînement semi-supervisé, c'est lorsque l'on utilise des données à la fois étiquetées et non étiquetées dans nos jeux de données d'entraînement. Et ce qui va se produire, essentiellement, lorsque je n'ai pas d'étiquette pour des données non étiquetées, la perte ici, LC1 ou LC2 va disparaître. On va que conserver les cas de divergence. Donc, essentiellement, ce qu'on va dire, pour la même image, je voudrais que les prédictions ici s'alignent entre les deux réseaux. Et ce qu'on constate en faisant ce Deep Mutual Learning dans l'article qui est présenté, on voit ici que si on voit la version DML et la version indépendante. Donc, ce qu'on constate, c'est donc ici, le bleu est en rouge. Donc, on voit que le bleu est supérieur au rouge. Même chose ici, vous avez la version Deep Mutual Learning, le vert par rapport au jaune. Donc, on constate que peu importe le nombre d'itérations, l'approche qui utilise le Deep Mutual Learning est supérieure à l'approche indépendante. Je vous ai montré quelques exemples d'articles qui faisaient des approches basées sur la distillation. Au final, on peut les catégoriser en 3 catégories. La première, c'est des méthodes dites offline, où on va entraîner un teacher qui va faire des étiquettes soft, et après ça, on va fine-tuner un student sur les soft labels. On peut faire une approche de type online, où l'information des soft labels est générée, si vous voulez, lors de l'apprentissage. C'est la méthode de Deep Mutual Learning qu'on a vue précédemment. Et finalement, il y a aussi des approches qui s'appellent Self-Distillation, où on va utiliser une copie plus ancienne des poids d'un réseau pour générer les soft labels et mettre les poids de ce même réseau à jour. Donc, essentiellement, on va avoir 2 copies du réseau, une copie qui est figée pour avoir les soft labels et une copie qui n'est pas figée, puis c'est elle qu'on va mettre à jour avec les soft labels. Notez aussi qu'on a fait la distillation sur les sorties de nos réseaux, mais on pourrait les faire en théorie pour des couches internes de notre réseau. Il n'y a rien qui empêcherait ça. Un dernier exemple, c'est DistilBERT. Vous allez le voir dans les capsules vidéo. BERT, c'est un modèle de langage qui est quand même assez gros. Et donc, qui dit modèle de langage très gros, dit besoin de beaucoup de puissance de calcul pour l'exécuter. Alors, les gens de DistilBERT, ce qu'ils ont fait, c'est de prendre un plus petit réseau qui va tourner plus vite, tout en tentant de conserver les bonnes performances de BERT. Donc, ils réussissent à obtenir 97% des performances de BERT via la distillation, mais DistilBERT est un réseau qui est 40% plus petit et 60% plus rapide d'exécuter. Donc, vous voyez, pour avoir perdu 3% de performance, on a réduit essentiellement de plus de la moitié le temps d'exécution. Donc, c'est vraiment un gain intéressant à faire. Donc, la distillation, justement, nous permet comme de compresser, si vous voulez, ces réseaux-là, de transférer l'information de ces gros réseaux vers des plus petits, tout en conservant des bonnes performances de généralisation.